La neige collait aux cils de Claire, fondait en perles lentes sur sa joue, comme autant de petites preuves que la ville continuait à exister malgré la main qui venait de la pousser hors de la maison. Le landau, frêle et déjà froid, oscillait sous sa main engourdie. À l'intérieur, un petit corps chiffonné se tordait en cris aigus que le vent avalait. Devant elle, la porte close renvoyait le halo jaune du salon où, quelques heures plus tôt, des voix avaient ri, la sienne, plus basse, et la leur, tranchante. Elle n'avait pas de clé, elle n'avait plus de compte. Les poches de son manteau contenaient une photographie froissée, une carte de vaccination et une lettre scellée dont l'encre avait bavé sous la neige. Si cette histoire vous saisit, restez jusqu'à la fin, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Si elle vous touche, laissez un like et partagez. Il y a des voix qui doivent être entendues et des injustices qui demandent d'être connues. La première nuit dehors fut un cours accéléré de décachement. Claire pensa seulement à tenir le corps chaud contre le sien, à couvrir le visage du petit avec le vêtement qu'on lui avait laissé. Les passants détournaient le regard, certains pressaient le pas, d'autres jetaient un regard qui s'efforçait d'être curieux sans toucher. Un homme à la camionnette lui avait offert une couverture en se ratatinant d'excuses. Une voisine avait crié des mots qui n'étaient pas pour les enfants. Ryan, de l'autre côté de la fenêtre, s'était pendu au téléphone en riant. Vanessa avait posé ses lèvres sur un coude de champagne. Le geste, la poussée, sans violence apparente mais d'une autorité nette, avait été enregistré dans Claire comme le point précis où sa vie ordinaire bascula. La même main qui avait caressé autrefois son sein l'avait désormais désignominisé. Le vol des économies avait été plus pratique qu'une scène de film. En quelques clics sur un ordinateur laissé ouvert, des virements avaient été transférés, des comptes vidés. Une carte de l'ancienne vie avait été effacée en silence. Ryan avait justifié le geste par un « on va régulariser, tu vas voir, c'est mieux comme ça », phrase vide comme un reçu imprimé. Il y avait eu aussi quelque chose d'irréductible, une insulte publique, un crachat lancé entre deux personnes lors d'un dîner de fête, la jouissance cruelle de Vanessa lorsqu'elle avait exhibé la bague que Ryan lui avait offerte à Claire le soir de leurs fiançailles. Les voisins se souvenaient des rires. Le monde enregistrait la blessure ainsi, petite, mesquine, humiliante. Dans les jours qui suivirent, Claire arpenta un paysage administratif nouveau pour elle. L'accueil du refuge municipal était froid, mais ponctuel. On lui donna un lit, des repas, un numéro pour des conseils juridiques gratuits. Elle remit son enfant entre les bras d'une infirmière qui connaissait les gestes sans parole et, pour la première fois depuis la porte claquée, accepta qu'on lui prît les mains pour l'aider à se relever. Les nuits se succédaient et avec elles une étonnante clarté, la conscience que les ressources qu'il avait trahies pouvaient, par d'autres voies, redevenir des outils. Elle n'était pas seule, des femmes dans le refuge partageaient des histoires, des numéros, des adresses. On lui parla d'un notaire, d'une association d'aide aux successions, d'un avocat pro bono. Le mot « héritage » surgit presque par erreur, comme un vieux livre prisonnier derrière une armoire. Une tante éloignée, la sœur d'un oncle qu'elle avait à peine connu, venait de mourir. Il restait un testament. La nouvelle, quand elle arriva, n'était d'abord qu'une curiosité administrative. Puis, en ouvrant l'enveloppe que l'on avait déposée sur une table de la salle commune, Claire sentit quelque chose se déchirer et se recoudre au même instant. La lettre du notaire était sèche, sans pathos. Madame Claire Dubois, héritière universelle des biens mobiliers et actions détenus par Mme Hélène Marchand, elle écrivait. Il y avait des listes, des références cadastrales, un nom qui revenait, Holding Marchand, une société souvent citée dans les pages économiques comme détentrice de participation dans l'immobilier et plusieurs entreprises locales. Les chiffres étaient nombreux et trop grands pour la tête de Claire. Ils brillaient d'un éclat lointain comme les lumières d'une ville qu'elle reconnaîtrait mais à laquelle elle n'appartenait pas encore. Elle lut la lettre encore et encore, tandis que le petit, collé à son cou, cherchait le sang comme si la signification moderne d'un mot pouvait rentrer dans son ventre de la même façon. Le choc n'était pas seulement la somme promise, c'était la façon dont un document en papier, remis par un homme en robe, pouvait inverser la hiérarchie des puissances autour d'elle. Ryan, qui avait pris pour acquis tout ce qui touchait au confort et à la préséance sociale, n'était pas au courant, Vanessa non plus.
Le testament liait Claire à une réserve de parts et à une clause de tutelle patrimoniale qui stipulait qu'en cas de nécessité, la gestion serait confiée à un cabinet indépendant. Autrement dit, un pont légal existait entre la fragilité de sa situation présente et un capital dormant susceptible d'être activé. Le notaire précisa qu'il s'agissait d'une procédure pouvant être mise en œuvre rapidement sous réserve d'acceptation et de vérification. L'existence de l'actif n'était pas un miracle immédiat, elle était, cependant, une possibilité factuelle dont la matérialité pouvait être exploitée. La rentrée dans l'action fut méthodique. Claire comprit vite que sa revanche ne tiendrait ni d'un cri ni d'une chanson vengeresse, mais d'une suite d'étapes précises, avocatiques et administratives. Elle prit rendez-vous avec Maître Lemoine, une avocate aux cheveux courts et au ton clinique qui travaillait parfois bénévolement pour des causes sociales. Le cabinet, au 4e étage d'un immeuble où l'ascenseur respirait bruyamment, sentait le café et la poussière de dossiers. Lemoine n'était pas émotive. Elle posa les documents sur la table, tira des copies, parla d'injonctions, de procurations, de procédures d'homologation du testament, de gel des comptes en cas de litige pour détournement de fonds. Elle ajouta doucement « Ce que vous avez, Claire, c'est une carte. Il faut l'utiliser en respectant les chemins légaux. On ne répare pas l'humiliation par une autre humiliation. On la neutralise par la loi et la transparence. » Les 6 semaines qui suivirent furent une succession de gestes précis et épuisants. Claire apprit à lire des bilans, à reconnaître la différence entre une action au porteur et une part nominative. Elle signa des mandats, ouvrit des comptes sous surveillance notariale, fit établir une expertise indépendante sur les biens de la holding. Elle prit des rendez-vous avec une conseillère en gestion, accepta l'aide d'une banque qui proposait une ligne de crédit adossée à l'héritage en attente. Tout cela sous l'œil protecteur de Maître Lemoine. Les nuits étaient courtes, les jours une alternance de tétés, de démarches et d'interminables allers-retours entre le refuge et les cabinets. Parfois, lorsqu'elle fermait les yeux, elle revoyait la main de Ryan sur la table, la bague de Vanessa, le verre de champagne levé comme un trophée. Ces images, au lieu de la ruiner, devinrent des repères, des choses réelles qu'un avocat pouvait citer, des faits que des témoins pouvaient confirmer. Physiquement, Claire changea, pas par une métamorphose spectaculaire, mais par une économie de gestes. Elle redevint attentive à ses gestes maternels, mais aussi à son habillement lorsque la situation l'exigeait. Elle s'autorisa une coupe de cheveux moderne, non pas pour séduire ou se venger, mais pour se rendre crédible dans des réunions d'hommes en costume. Elle retrouva une posture qui n'était ni d'exhibition, ni de recroquevillement, mais de disponibilité stratégique. Le refuge, qui l'avait d'abord serrée comme on serre une blessure, la laissa partir pour de rares nuits de repos dans un appartement prêté par une association partenaire. C'était modeste, mais propre, avec une porte qui se fermait sans faire de bruit. Claire y déposait son enfant dans un berceau, vérifiait les messages de l'avocate et relisait les statuts de la holding marchand jusqu'à en connaître la ponctuation. Ryan, de son côté, ne manquait rien des signes d'une fissure qui commençait à s'élargir. Il feignait la tranquillité. Au bureau, il afficha des sourires. Il signa des papiers que d'autres avaient préparés. Mais quand il se retrouvait seul, le téléphone vibrait et il remarquait que certains messages ne lui étaient plus adressés. Sa mère l'écouta avec un détachement soigneux. Une tante, plus directe, murmura qu'il avait mal choisi ses priorités. Vanessa, elle, achetait des robes pour des soirées auxquelles Claire n'était plus invitée. Le monde continuait de fonctionner selon les petites lois de la vanité. Pourtant, derrière la façade, des courriels commencèrent à circuler entre actionnaires, des questions protocolaires, des demandes de clarification sur des transferts de fonds à l'étranger. Un audit interne fut demandé par un administrateur prudent. Les banques, en présence d'un héritage en cours de vérification, se montrèrent plus circonspects. Le terrain législatif se durcissait. Il y avait de l'air pour contester ce qui avait été pris par un geste de hâte. La stratégie de Claire fut double, sécuriser légalement les actifs et préparer la scène publique où la révélation ferait sauter les masques. Sur le conseil de Maître Lemoine, elle fit homologuer le testament auprès d'un notaire indépendant, obtint une copie certifiée conforme et comptabilisa toutes les preuves de détournement. Relevés bancaires, messages de Ryan à des complices, témoignages des employés d'une agence de voyage qui avait organisé un déplacement payé par des fonds dont la provenance était douteuse. Elle déposa plainte pour spoliation et fit verrouiller certaines lignes financières en attendant l'enquête.
En outre, elle chercha à comprendre la vie sociale qu'elle avait perdue. Où et quand Ryan et Vanessa allaient s'exposer. Les grands mariages et les inaugurations de succursales étaient des scènes idéales pour une mise au jour. C'est lors d'une soirée de collecte de fonds organisée par la Chambre de commerce, un gala entendu comme une cérémonie de consécration sociale, que Claire choisit de rendre visible ce que le papier mettait désormais à sa disposition. La préparation fut froide et précise. Elle fit appel à un petit cabinet de communication, pas pour humilier, mais pour clarifier. Un dossier fut constitué, copie des documents légaux, chronologie des événements, témoignages de proches. Maître Lemoine rédigea une note envoyée au conseil d'administration de la holding marchand, informant les membres de la succession et demandant une session extraordinaire. Dans la semaine précédente le gala, la presse locale reçut des dépêches anonymes, puis des communiqués officiels au nom du notaire. Le monde médiatique, qui se nourrit d'incertitudes et d'images, commença à questionner l'inconfortable coïncidence. Un mariage fastueux, un ex-mari impliqué dans des transactions douteuses, et maintenant une héritière qui surgissait d'un passé que l'on croyait refermé. Le soir du gala, la salle de bal du palais municipal scintillait de cristal et de dorure. Les invités portaient des couleurs mûres et des attitudes de pierre. Vanessa, en robe de satin, était une vision calculée de l'assurance. Ryan rayonnait comme celui qui croit avoir gagné. Claire entra à la marge, vêtue d'un manteau sombre, le landau dissimulé dans une voiture attitrée, le petit endormi. Elle arriva non comme une intruse, mais comme une personne que l'ordre invite, par curiosité ou par protocole, à s'asseoir à une table. Les yeux se tournèrent, mais les yeux professionnels regardent d'abord pour savoir si l'élément est dangereux ou anecdotique. Claire avait fait en sorte d'être cette dernière option, personne qui ne semble pas menaçante, mais dont la présence aurait les conséquences d'une épée silencieuse. La séquence se déroula avec une exactitude presque lente. Un administrateur, convaincu par les documents, lança l'appel pour une réunion extraordinaire. Quelqu'un murmura « procédure », d'autres secouèrent la tête en souriant. Ryan sentit la première vague de froid quand un message arriva sur son téléphone. Une convocation signée, la mention d'une assignation et la demande formelle d'une explication quant au transfert sur ses comptes. Vanessa, qui tenait la coupe trop serrée, perçut l'air qui changeait autour d'elle. Claire se leva, demanda la parole non pas pour accuser, mais pour exposer. Elle parla peu, elle laissa parler les documents. Maître Lemoine se posta à ses côtés, donna des extraits, déroula la chaîne de preuves avec une voix mesurée. Un huissier lut des passages du testament certifié. Le silence qui suivit fut long. Il eut la densité d'un verdict anticipé. Le cliquetis découvert reprit plus bas, mais les conversations avaient perdu leur aplomb. On vit Ryan devenir petit, le sourire se fissurait sous le poids d'un mot juridique que ni lui ni Vanessa ne maîtrisaient. L'un après l'autre, certains administrateurs se retiraient pour consulter leurs avocats. Un téléphone fut sorti et on composa des numéros dans tous les sens. La police financière, contactée par voie officielle, avançait dans ses premiers pas d'enquête préliminaire. Les conséquences immédiates ne furent pas théâtrales. On ne vit pas d'arrestation sur place, pas de scène de rue. Mais il y eut des effets administratifs rapides et implacables. Le compte de Ryan fut gelé provisoirement pour vérification. Un communiqué interne annonça le report de toute décision majeure concernant les filiales associées. Et, pour la première fois depuis longtemps, les mots « conflit d'intérêts » et « enquête » apparurent côte à côte. Vanessa chercha la claque mais ne trouva que des regards réprobateurs. Elle sentit le socle de son assurance glisser. Ryan, pris par surprise, cria, dehors, des choses qui sonnaient à la fois comme une défense et comme une tentative de sauver la mise sociale. Il appela sa mère, débita des excuses que personne ne demandait. Claire, qui avait imaginé ce moment 1000 fois, ne se sentit pas triomphante. La victoire laissait une sensation plus proche de l'épuisement que de la jubilation. Elle avait gagné un espace où la loi reconnaissait sa position, elle n'avait pas encore construit l'avenir. Mais il y avait un commencement, des lettres, des sièges au conseil qui pouvaient désormais être remplis par des personnes qu'elle choisirait, l'ouverture d'un compte sous tutelle capable d'assurer des soins aux nourrissons. Le soir même, quand les lumières se sont éteintes et que la salle a retrouvé son calme feutré, Claire a pris le bébé dans ses bras. Elle a senti son pouls, doux et irrégulier, et a pensé à toutes les petites mains qui avaient aidé, l'avocate, l'infirmière, la voisine. Elle rentra dans l'appartement prêté en se souvenant du seuil, une simple barre de bois marquée par l'usure, séparant le dehors du dedans. Elle la franchit avec la même concentration qu'auparavant, mais cette fois, la porte qui claquait n'était pas un couperet.
Elle posa le bébé sur le lit, sentit l'odeur du lin propre, l'odeur rassurante d'un lieu qui n'exigeait pas le déguisement. Dans la poche de son manteau, la photo froissée de l'époque heureuse avait perdu quelque chose de sa violence. La neige continuait de tomber au dehors, blanchissant les traces de pas. Claire s'assit sur le bord du lit, ferma les yeux pendant un moment et permit à la fatigue d'arracher la colère à son visage. Il restait tant à faire: audience, réunion d'actionnaires, médiatisation contrôlée, sécurisation de la garde. Mais pour la première fois depuis l'expulsion, elle eut la sensation d'être à l'intérieur d'un plan cohérent. Les actions qui allaient suivre seraient menées sous la supervision d'avocats et de conseillers, elles exigeraient de la patience et une résistance au bavardage destructeur. Elle se surprit à penser à un avenir où, le soir venu, elle pourrait bercer son enfant sans que la peur marque sa poitrine. Elle imagina des rendez-vous chez le pédiatre sans l'ombre d'œillères administratives. Elle s'imagina, plus loin, une petite maison avec une porte qui s'ouvrira pour elle, pas contre elle. À l'aube, quand la ville s'éveilla, les nouvelles commencèrent à courir. Rumeurs de gel de compte, appels d'offres suspendus, la plainte pour spoliation. Les journaux numériques titraient prudemment, mais le bruissement avait pris. Dans un bureau sombre, Ryan pianota des messages qui n'arrivaient plus. Vanessa effaçait des photos d'archives. Claire, elle, se leva, prit l'enfant et ouvrit la fenêtre. L'air froid entra, vif, sans mensonge. Elle posa une main sur le rebord, sentit la texture du bois qui avait une mémoire de chaleur. Elle pensa à la lettre du notaire, à la chaîne de gestes qui avait rendu l'équilibre possible. La neige fondit sur le rebord en filets d'eau qui coulaient, précis et discrets, comme le temps qui, maintenant, était du côté de la reconstruction. La bataille juridique ne faisait que commencer. Mais sur le plan intime, dans la chambre qui sentait le savon et le lait, Claire sut qu'elle avait gagné quelque chose d'irréductible, le droit de choisir le visage de l'avenir. Elle poussa la porte et, en franchissant le seuil, ajouta à la pile de preuves un regard qui n'était plus suppliant ni humilié, mais posé, résolu, prêt à défendre ce qui appartenait désormais à elle et à son enfant. Les jours qui suivirent s'alignèrent selon un rythme incertain. Audiences, entrevues, courriels retranscrits en langage juridique et des phrases qui arrivaient comme des courants d'air glacés et laissaient Claire un peu plus pâle à chaque fois. L'avocate, me Dumas, au coudron, à la voix basse et ferme, devint une présence familière, une silhouette qui déposait sur la table des piles de documents, des actes notariés, des copies certifiées, puis disparaissait pour revenir avec d'autres certitudes. « Nous allons verrouiller les mécanismes de tutelle », répétait-elle, non comme une promesse, mais comme une méthode. Vous n'avez plus à craindre l'arbitraire. Nous devons montrer, étape par étape, que vous êtes la mieux placée pour décider du soin et de l'avenir de cet enfant. Claire, qui avait appris à répondre aux questions de la presse par des phrases courtes et mesurées, trouvait dans ces réunions une langue autre, moins spectaculaire, plus prosaïque. L'administration d'un régime alimentaire, la désignation d'un tuteur légal, l'inscription à la sécurité sociale. Autant de gestes qui, mis bout à bout, recomposaient un cadre protecteur. Elle notait tout sur un carnet, à l'encre noire, comme si l'acte même d'écrire fixait un peu plus solidement la frontière entre sa vie et l'instabilité qui l'avait tentée. La première audience de procédure eut lieu dans une salle claire, aux murs blanchis, où les néons lançaient une lumière plate. Les 3 magistrats étaient sévères sans outrance, leur regard cherchait la cohérence. Ryan se présenta avec un air à la fois fatigué et hautain, comme si l'épuisement avait pour effet secondaire de lui rappeler les couleurs de son costume. Vanessa n'était pas là. Elle envoyait par avocat une série de requêtes techniques, des oppositions ponctuelles destinées à ralentir. Le conseil d'administration, de son côté, recevait des notes anonymes, des compromis à l'ancienne que Ryan tentait de soudoyer par des promesses d'influence. Le procès n'était pas une scène de théâtre, il consumait surtout du temps. Mais parfois, la réalité trouvait un moment de clarté. Un expert, appelé à témoigner sur la capacité parentale, parla des routines, de l'attachement, des gestes simples du quotidien. Il décrivit la stabilité comme un filet, fragile mais concret, fait de rendez-vous réguliers, d'hygiène, d'un environnement prévisible. Claire, qui n'avait jamais su comment nommer ce filet, sentit qu'on venait de lui prêter des mots. Dans la salle d'audience, elle ne fit pas de discours grandiloquent. Elle se contenta de dire la vérité simple, qu'elle aimait son enfant, qu'elle connaissait ses besoins, qu'elle avait construit autour de lui une chaîne de personnes fiables.
Quand l'avocate de Ryan chercha à la déstabiliser, évoquant des périodes d'instabilité, elle répondit sans colère, avec la voix même de la fatigue transformée en détermination. « J'ai fait des erreurs, dit-elle, mais je savais toujours revenir à ce qui compte. Aujourd'hui, je suis ici pour protéger cet enfant. » La presse, qui avait flairé une histoire de pouvoir et de richesse, cherchait des angles. Certains articles lissaient la vérité pour en faire un spectacle, d'autres montraient une compassion embarrassée. Une journaliste, Lila, vint la voir, non pas pour des scoops, mais pour comprendre. Elle prit des notes longtemps, écouta le récit sans juger, puis proposa d'orienter son article vers la question des procédures de tutelle, de la vulnérabilité des individus face à des intérêts vastes. « Je ne veux pas votre histoire pour vendre du papier, dit Lila. Je veux montrer le système. Si vous le souhaitez, je peux enquêter sur les comptes gelés, sur les mouvements de titres. » Cette proposition fut une main tendue qui, pour Claire, ressemblait aux autres gestes salvateurs. L'infirmière qui la couvait après l'accouchement, la voisine qui lui apportait des repas, Meuduma qui parlait comme si chaque phrase avait un poids protecteur. Mais il restait des nuits blanches. À 2 heures du matin, le bébé pleurait et Claire ne savait plus si son cœur battait pour elle-même ou pour la peur de tout perdre à nouveau. Parfois, elle le berçait en regardant le dedans de la fenêtre où la neige faisait des dessins lents. Elle se surprit à rire parfois de petites choses. Un soupir du nourrisson, le froissement d'une couverture, la voix d'un présentateur lointain annonçant une baisse des marchés. Ryan, de son côté, n'abandonnait rien. Il faisait des appels, envoyait des notes, tentait de rallier des administrateurs amis. Dans les couloirs où se prenaient les décisions, la loyauté se négociait encore par des téléscripteurs invisibles, promesses d'avantages, menaces à peine voilées, soupçons semés pour ternir la réputation de Claire. Vanessa, silencieuse mais active, envoya des documents qui mettaient en doute la capacité de Claire à gérer des comptes. Leur stratégie semblait double, discréditer sa compétence juridique et jeter le doute moral. Claire sentit l'attaque, mais chaque tentative de meurtrir son image revenait à renforcer quelque chose d'autre en elle, une patience stratégique, une manière de répondre non pas par des éclats virulents, mais par des preuves, par des témoins, par des certificats. Un soir, alors qu'elle rentrait d'une réunion au cabinet avec le dossier du nourrisson serré contre sa poitrine, elle trouva un matin un pli glissé sous la porte. Une feuille, sans en-tête, sur laquelle étaient notées des dates, des montants, des noms. C'étaient des relevés qui semblaient lier des comptes de la holding à des transferts depuis des filiales créées récemment, des montants versés à des sociétés écrans, des détails techniques, mais assez pour réveiller la curiosité d'un journaliste et surtout pour ajouter du poids à la thèse selon laquelle Ryan et Vanessa avaient pris des décisions pour piller des ressources. Elle appela Lila. « Peut-on vérifier ?» demanda-t-elle, la voix à peine audible. Lila répondit qu'elle connaissait un informaticien qui pouvait remonter la piste des virements, qu'elle avait des contacts à la chambre de commerce et qu'elle pouvait croiser les informations. « Faites-le avancer, dit Claire, pas de sensationnalisme, juste le vrai. » La découverte fit bouger les lignes. L'avocate de Claire saisit l'opportunité. Une plainte pour spoliation fut déposée et le juge autorisa une enquête financière. Les comptes furent gelés plus officiellement et des commissaires enquêteurs furent nommés. Pour Ryan, c'était comme un cocon se déchirant. On voyait, sous la brillance des rapports annuels, des strates qui s'effritaient. Il y eut des nuits où il n'éteignit pas la lumière de son bureau, pianotant des messages, tentant d'éteindre l'incendie naissant. Vanessa, plus prudente, effaça des traces numériquement. À force de présence sur ses dossiers, Claire sentit la trace d'une panique ordonnée. Autour d'elle, la solidarité prit des formes pratiques. La voisine apportait des berceuses. L'infirmière du service pédiatrique prit l'habitude de vérifier le carnet de santé. Meuduma organisa un calendrier de garde, s'assurant que Claire puisse aller aux audiences sans mettre le bébé en danger. On parla aussi de relais, une grande-tante éloignée qui accepta, si nécessaire, d'intervenir temporairement. Ces précautions, bien qu'humaines, révélaient aussi l'étendue de la bataille. Il ne s'agissait plus seulement d'une audience, mais d'un réseau de protections à construire pour tenir face à des forces institutionnelles. Entre 2 audiences, Claire trouva un moment pour aller au parc, poussette sous la neige. Le monde paraissait endormi, silencieux, comme si la ville retenait son souffle.
Elle s'assit sur un banc et pour la première fois depuis des mois, sentit ses épaules se détendre. Le bébé dormit, la respiration lente et régulière, et elle pensa à la lettre du notaire, au siège au conseil désormais vacant, au visage qui pourrait, un jour, si tout se passait bien, appartenir à des gens qui regarderaient l'intérêt de l'enfant avant celui de la fortune. Mais la route restait semée d'embûches. Un cabinet d'avocats proche de Ryan envoya une mise en garde à Meuduma, menaçant d'attaquer sur la forme. Des rumeurs naquirent encore, des insinuations âgées de 2 ou 3 phrases dans des blogs qui se nourrissaient d'instants volés. Et puis il y eut une lettre, cette fois officielle, du conseil d'administration convoquant une assemblée extraordinaire pour voter la composition d'un comité chargé d'examiner la gouvernance. Claire comprit que la bataille pour les sièges se jouerait là, et que gagner l'Assemblée signifierait plus que des sièges. Cela donnerait une tribune pour rétablir son nom, une possibilité de transformer l'appui juridique en appui moral. Meuduma sourit, mais la lumière de compréhension dans ses yeux était celle d'une tacticienne. « Nous devons préparer non seulement des arguments juridiques, dit-elle, mais une narration. Pas de théâtre, simplement la vérité présentée clairement. Si vous pouvez convaincre quelques actionnaires indépendants, nous bloquerons les manœuvres. » Alors, Claire se mit à construire cette narration. Elle rencontra des actionnaires modestes, des employés de la firme qui lui firent confiance, des administrateurs fragiles à convaincre. Elle parla sans phare du bébé, de la peur, de la nécessité d'un avenir stable. Parfois, les discours achetaient son attention. Parfois, c'étaient des actes, des salariés qui témoignaient de son travail, une infirmière qui décrivit la manière dont elle s'occupait du nourrisson. Petit à petit, la voix de Claire cessa d'être une plainte et devint une preuve collective. La veille de l'Assemblée, la neige avait cessé et la ville rostissait sous un soleil pâle. Claire, cœur battant, tambourinant presque de l'intérieur, se rendit à la salle où l'on tiendrait la réunion. À l'extérieur, des camions de presse stationnaient. À l'intérieur, des visages la regardaient avec une curiosité mêlée d'attente. Ryan arriva en retard, le visage fermé. Vanessa resta en retrait. Quand Claire prit la parole, elle n'avait rien d'une femme en quête de revanche. Elle parla d'un avenir tissé de gestes concrets, d'une maison où l'enfant pourrait grandir sans craindre les ombres du pouvoir. Ce dont nous parlons ici, dit-elle, n'est pas seulement de parts et d'intérêts, c'est de la dignité d'une vie humaine. Les minutes qui suivirent furent longues. Les votes se firent pièce par pièce, poignée par poignée. Les chiffres tombaient comme des gouttes. Un administrateur après l'autre, des noms familiers, des voix qui s'alignaient à leur tour. Lorsqu'enfin le président annonça le résultat, le silence qui suivit fut suspendu. Claire sentit toutes ses certitudes s'aligner. Les sièges, pour l'instant, étaient protégés. Le comité nommé inclurait des membres indépendants capables de neutraliser les manœuvres. Ce n'était pas la fin, mais c'était une victoire tangible, une pierre ajoutée à l'édifice. En quittant la salle, Claire trouva Lila qui l'attendait avec l'air d'avoir fait une découverte. « Il y a encore autre chose, dit la journaliste. Un document que j'ai pu consulter. Des transferts vers une société située dans une juridiction où les audits sont rares. C'est peut-être notre fil. » Claire regarda la neige fondre sur le trottoir, comme si le monde lui offrait une seconde promesse. Elle serra la main de Lila, puis celle de Meuduma, et se rappela de la petite main du bébé qui s'agrippait à son doigt dans la nuit. Il restait des batailles à mener, des nuits à traverser, des procédures à gagner. Mais la marche à franchir avait maintenant un pas après l'autre, et, pour la première fois depuis longtemps, Claire sentit qu'à chaque pas, elle avançait vers un futur qu'elle pourrait choisir. Une alerte vibra sur son téléphone, un nouveau courriel du notaire. Elle l'ouvrit et ses yeux s'arrêtèrent sur une phrase. « Il est nécessaire, à présent, de procéder à une expertise complète des transferts des derniers 18 mois. » Le mot « expertise » avait la sonorité d'une porte entrebâillée. À l'intérieur, quelque chose allait être déterré. À l'extérieur, la neige continuait de fondre, inlassable. Claire inspira profondément, posa une main sur son ventre comme si elle voulait y puiser du courage, et marcha vers la voiture qui l'attendait, l'enfant dormant contre son cœur, tandis que la ville semblait reprendre, lentement, son souffle. La voiture glissa dans l'air tiède du soir. Le moteur ronronna comme une présence discrète. Claire resta un instant immobile, le bébé contre sa poitrine. Un petit souffle régulier, une paupière qui se fermait et s'ouvrait. Elle relut le courriel une seconde fois, comme pour en faire disparaître l'inquiétude par la répétition. Expertise complète des transferts des derniers 18 mois.
Les mots résonnaient comme la promesse d'une lumière crue. Elle sentit le bébé se retourner, un petit poignard de vie qui la ramena à l'instant au cœur de tout ce qu'elle n'avait pas le droit d'abandonner. Elle appela Meduma. L'avocate ferme et chaude traversait le Bluetooth. « Nous commencerons demain matin. J'ai déjà contacté 2 cabinets d'expertise, l'un spécialisé en tracing financier, l'autre en conformité internationale. Je veux que vous soyez là, Claire. Il faudra signer des mandats, demander l'accès aux serveurs, aux comptes bancaires. » Et Lila? Claire répondit que Lila avait le nez pour les documents douteux et qu'elle l'avait prévenue. La nuit se fit sur la ville. Les réverbères dessinaient des contours sur le siège en cuir. Claire passa la main sur le ventre, comme si la plainte du monde était plus tolérable lorsque tenue à distance par un geste. Elle pensa à sa mère, à la manière qu'elle avait d'appeler la justice cette rivière lente. Puis elle laissa la voiture reprendre le chemin de la maison, les rêves d'une matinée autrement ordinaire, bousculés par la certitude d'une enquête qui allait tout mettre au jour. Le lendemain, la salle de réunion du cabinet d'avocats était déjà pleine de dossiers. Meduma avait préparé une table d'opération, carton clair, étiqueté, un ordinateur portable ouvert sur un tableur, 2 hommes et une femme qui échangeaient en murmures techniques. Claire s'assit, sentit l'odeur du café noir, tarière de longues heures. Lila arriva avec son carnet à la main, les cheveux encore ébouriffés par la veille. Elle posa sur la table une copie d'un relevé qui faisait paraître les transferts comme des gouttes prenant la même trajectoire. « J'ai retracé 3 flux, dit Lila sans annoncer la gravité, comme on nomme des couleurs. Tous convergent vers une entité enregistrée dans une petite juridiction, une société écran aux administrateurs prête-nom. Mais il y a autre chose. Des versements réapparaissent sous le nom d'une fondation, Fondation Montferrand. Elle est la clé. » Meduma hocha la tête. « Si la Fondation Montferrand est bien le réceptacle, nous devons établir la chronologie. Qui a ordonné ? Qui a approuvé? Qui a signé? Nous avons besoin d'accès immédiat à la comptabilité de la société et aux contrats bancaires. J'ai déjà notifié le président du conseil que nous procédons à une expertise. Qu'il le veuille ou non, la loi nous protège quand il y a soupçon de fraude interne. » La porte de la salle s'ouvrit et Ryan entra, le visage fermé mais sans la raideur d'autrefois. Il posa une main sur le dossier d'une chaise comme pour se donner un ancrage. « Ils vont fouiller nos comptes ?» demanda-t-il, clairement tendu. Sa voix trahissait la distance, alliance professionnelle, loyauté mal définie. Claire le regarda sans indulgence mais sans haine. « Ils vont vérifier la vérité, dit-elle. Vous pouvez m'aider ou vous pouvez regarder ailleurs. » Ryan évita ses yeux un instant. « Je veux que cela se règle proprement. » Sa phrase flottait entre une promesse et un avertissement. Claire sut que dans les jours à venir, chaque mot serait scruté. Le cabinet obtint l'autorisation d'entrer dans les locaux financiers de l'entreprise dès la première heure. Une équipe d'experts franchit les portes, liste en main, tandis que le service de sécurité circulait en silence, résigné ou hostile selon les interlocuteurs. Vanessa, chargée de la communication, restant en retrait, prête à encaisser la tempête médiatique. Elle avait préparé des brèves, des messages fermes et des déclarations convenues, mais ses mains tremblaient légèrement quand elle tendit une tasse de thé à Claire. Les auditeurs commencèrent par l'historique des virements sortants. Les fichiers numériques, relevés bancaires, ordres de paiement, correspondances, furent extraits et copiés. Les premiers obstacles furent procéduraux, mots de passe manquants, accords internes non signés, des délais qui semblaient conçus pour diluer la vérité. Un responsable de la comptabilité expliqua avec un sourire tendu « Nous avons des protocoles internes, la transmission de données est sécurisée. » Mais la sécurité avait la texture d'une barrière d'apparat. Tous savaient que la réalité se cachait dans des doublons, des mentions marginales, des références à des contrats de conseil à peine illustrés. Lila passa de station en station, yeux clairs, doigts qui pointaient des achats anodins. Frais de consultation, honoraires externes, services professionnels. Mais à mesure qu'elle reliait les lignes de crédit, un motif se dessinait. Des transferts, tous aux mêmes périodes où des décisions stratégiques avaient été prises par le conseil. L'un des auditeurs, un homme aux cheveux poivre et sel nommé Marcel, leva la tête. « Regardez ici, dit-il, les montants ne sont pas importants en eux-mêmes, ce sont les récurrences et le libellé. Ils correspondent à des paiements vers la Fondation Montferrand, et ensuite la Fondation reverse à une entité dont le siège est… » Il énonça le nom d'une ville que Claire connaissait bien parce qu'elle y avait des souvenirs d'enfance d'une maison au bord de l'eau.
Un paradis fiscal, acheva Marcel. La nouvelle se propagea comme une odeur. Vanessa sentit la gravité s'insinuer. La Fondation Montferrand avait des ramifications dans la sphère politique et philanthropique locale. Son président était un mécène respecté dont le nom ouvrait des portes. Claire sentit son estomac se nouer. S'il s'agissait d'un canal entre la société et des figures publiques, l'affaire prenait une autre dimension. Ce soir-là, en rentrant, Claire fut suivie un instant par une voiture qui ralentit à hauteur de sa portière. Des phares qui hésitaient. Elle accéléra, mais sans panique. Cette fois, la peur était une compagne lucide plutôt qu'un élan. La voiture tourna et disparut. Elle s'arrêta devant l'immeuble, prit l'escalier 2 par 2, entra chez elle, verrouilla la porte et resta un long moment appuyée contre le bois, la main sur le ventre. Le bébé donna un petit coup, comme pour dire « continue ». Lila ne se contenta pas des archives, elle chercha ailleurs, dans les registres publics, dans les déclarations de la Fondation. Elle trouva des pièces cadastrales, des comptes d'exploitation, des noms de donateurs. Certains donateurs apparaissaient comme des entreprises à visage visible, d'autres étaient des boîtes aux noms sans relief, des coquilles. Puis, sous une ligne comptable ancienne, elle tomba sur une mention qui fit tressaillir la journaliste. Règlement en espèces, projet Séverine. Le nom vibra dans ses doigts comme une braise. « Séverine » répéta Lila à voix basse, « ce n'est pas courant ». Claire sentit l'air lui manquer un instant. Elle se souvenait du prénom entendu, murmuré dans une conversation lointaine, comme d'une remarque que l'on n'attendait pas à revoir. Elle pensa à sa propre mère. Séverine n'était pas le nom d'une mère, mais d'une femme d'anciennes amitiés, d'un carnet d'adresses enterré. Elle secoua la tête, interdit. Il était tentant d'associer des coïncidences, mais dans chaque enquête, la coïncidence avait l'odeur d'une piste. Les jours suivants se déroulèrent comme une succession de portes ouvertes sur d'autres portes. Une boîte scellée dans un tiroir du directeur financier, découverte par un jeune auditeur nerveux, contenait des bordereaux manuscrits et des quittances. Les pages étaient tachées d'un café ancien et d'une écriture pressée. Lila feuilleta et trouva des signatures illisibles, des initiales. Marcel fit fonctionner une loupe sur un tampon à moitié effacé. « Voilà, dit-il, Fondation Montferrand, versement numéro 4127, référence interne, projet Séverine. » Meuduma prit les documents comme on prend un fusil de chasse dans un vieux film, d'un geste précis, résolu. Nous devons tout numériser, sécuriser les originaux et commencer à demander des comptes aux signataires. Qui a ordonné ces versements? Qui les a reçus? Sa voix, là encore, était un mélange d'autorité et d'empressement. Elle se tourna vers Claire. « Je vous préviens, plus nous nous approchons, plus la résistance se fera rude. Préparez-vous aux menaces, aux tentatives d'obstruction. » Lila était déjà ailleurs, au téléphone. Ses mots étaient rapides. « J'ai une piste qui remonte à Montferrand. Il y a un ancien trésorier qui travaillait avec le conseil d'administration. Je veux l'interroger. Il est peut-être prêt à parler. » La bataille se déplaça ensuite vers des couloirs plus feutrés. Un ancien employé, Maria, accepta de venir en parler en privé au café du coin. Elle arrivait avec des mains ridées, une mémoire vive malgré les ans. Elle referma sa veste et posa sur la table une enveloppe brune, épaisse. « J'ai gardé quelques copies, dit-elle. J'ai eu peur, mais quand j'ai vu ce qui se passait, j'ai su que quelqu'un finirait par s'occuper de cela. » Maria raconta des réunions à huis clos où l'on évoquait des stratégies de redistribution, des contrats de consultance disposés comme des masques, des notes sur des décisions qui favorisaient des fournisseurs précis. « Ils appelaient cela des aides, des contributions, murmura Maria. On me disait de ne pas m'en faire, mais alors j'ai vu des chèques partir et la mention projet Séverine réapparaître. » Quand Claire entendit cela, elle sentit un froid court mais net lui traverser la nuque. Le nom revenait, têtu comme une chute d'eau. Elle demanda à Maria si elle connaissait la signification de ce mot. Maria secoua la tête. Non, pour moi, c'était un mot-clé, un mot pour cacher le chemin. La découverte transforma la ligne d'enquête. Projet Séverine pouvait être un programme interne, un nom de code pour un flux de fonds destiné à acheter des complicités ou un investissement maquillé. Plus la vérité approchait, plus il devenait clair que la Fondation Montferrand n'était qu'un maillon. Le soir où les auditeurs eurent enfin rassemblé une marge suffisante de documents, ils organisèrent une réunion avec Meuduma, Claire, Lila, Ryan et Vanessa.
Sur la table, une pile de feuilles formait un petit paysage blanc. Marcel prit une grande feuille, pointa des colonnes croissantes et dit « Ce qui nous frappe, c'est la corrélation avec deux périodes, les délibérations du Conseil de l'an dernier et des opérations d'achat citoyen rares. À chaque fois, un verso financier apparaît et les sommes remontent à la Fondation Montferrand. » Ryan blêmit. « Si cela atteint la Fondation, nous sommes en eau profonde. Il faudra des réponses publiques. » Vanessa, qui avait jusqu'alors tenu son calme, posa la main sur le bras de Claire. « Nous devons contrôler la communication. Si la rumeur s'emballe, ils vous feront passer pour la traîtresse. Nous devons être clairs, vous cherchez la vérité pour protéger l'actionnaire. » Claire regarda ses alliés. Autour d'elle, la fatigue creusait des sillons sur les visages naguère rassurants. Mais la détermination brillait dans leurs yeux. Le bébé donna un coup, presque pour approuver, comme si, même dans la petite chambre de sa mère, il était conscient que des forces plus grandes que leur vie se débattaient sur des chiffres et des noms. La nuit tomba à nouveau sur la ville, mais l'enquête n'en finissait pas de pousser ses racines. Marcel envoya une requête aux banques où les transferts avaient tranvité, Lila obtint un rendez-vous avec l'ancien trésorier, Meduma prépara une plainte préventive, une cage juridique destinée à empêcher toute destruction de preuves. Et, dans un tiroir d'une armoire du bureau, une petite boîte métallique fut ouverte. À l'intérieur, une clé USB et un feuillat où l'encre avait tracé, propre et net, 3 mots collés les uns aux autres. Fondation Montferrand, projet Séverine, Montferrand et associés. Claire prit la clé entre ses doigts. Elle pensait au bébé. Elle pensa que la vérité, quand elle viendrait, ne ramènerait pas les heures perdues, mais pourrait offrir un avenir sans dette morale. Elle comprit que, désormais, avancer signifiait accepter que des noms respectés tombent, que des amis potentiels se dérobent, que la vie se durcisse. Elle serra la clé contre sa paume et sentit imperceptible une petite pluie sur la fenêtre. La ville pleurait sa neige fondue et, quelque part, des verrous allaient céder. Au matin, quand l'équipe se retrouva pour la suite de l'expertise, un courriel anonyme atterrit dans la boîte de Meduma. L'objet était bref, « Arrêtez-vous tant qu'il en est temps ». À l'intérieur, une photo imprimée montrait l'entrée de la maison de Claire, prise de loin, la pelouse éclairée, la silhouette d'une voiture. La menace était claire, non formulée, mais la nouveauté n'était pas la peur, c'était l'effet qu'elle avait sur Claire. Elle posa la photo sur la table, personne ne fit de commentaire. Meduma fronça les sourcils et dit avec calme « Il nous menace. Nous noterons ceci. Nous continuerons. » Les auditeurs se rendirent ensuite au siège social pour examiner les contrats papiers. Dans une salle d'archives poussiéreuse, derrière des dossiers de personnel, une enveloppe huilée attira l'œil de Lila. Elle l'ouvrit et, avec un petit bruit sec, en sortit une liasse de factures récentes. Sur la première page, un nom apparut, net, signé par un responsable du conseil, Alain Delacour. Le silence tomba. Alain Delacour était plus qu'un administrateur. C'était une voix influente dans la cité, un mécène, un visage familier des inaugurations et des remises de prix. Claire sentit le monde basculer d'une nuance. La bataille n'était plus seulement interne à l'entreprise, elle touchait au réseau de pouvoir. Les visages autour d'elle montraient la même prise de conscience. Meduma prit une grande inspiration. « Si Delacour est impliqué, le terrain deviendra politique, dit-elle. Mais nous n'avons pas de choix. Nous authentifierons ces factures et remonterons la chaîne. » Lila posa la facture devant Claire. « Regardez ces dates, dit-elle. Elles coïncident exactement avec des décisions du Conseil qui ont fait monter la valeur de certaines filiales. » Claire prit la feuille, sentit la texture du papier sous ses doigts. Elle pensa au bébé, à la petite main qui s'était un jour agrippée à son doigt, et à tout ce que ce geste avait représenté, vulnérabilité, mais aussi raison de tenir bon. Elle se leva et regarda par la vaste baie vitrée de la salle d'archives la ville qui continuait d'exister malgré tout. Des tramways, des cafés, des gens marchant vers leur vie. « Alors faisons ce que nous devons faire, dit-elle simplement. La vérité, et après, advienne que pourra. » Ils se remirent au travail. Mais, au centre de la table, la facture signée d'Alain Delacour restait comme une balise. Elle promettait des nuits plus longues, des adversaires plus déterminés et un chemin qui, à mesure qu'il s'éclairait, révélait des silhouettes auxquelles Claire n'avait pas songé. Pourtant, au fond d'elle, il y avait une certitude qui ne se démentait pas. L'enfant à naître méritait une histoire qui ne serait pas écrite par le silence des puissants. La première série d'analyses devait être remise d'ici 48 heures. Ils avaient le temps, un temps serré mais tangible.
Le lingot de la vérité était dans leurs mains. Il leur restait à le polir, à le confronter à la lumière. Et quand elle pensa aux prochaines heures, Claire se sentit prête. Peu importait ce qui tomberait après, elle avait choisi. La clé USB fut insérée dans l'ordinateur de Marcel. Les fichiers, en apparence technique, se déroulèrent comme une cartographie. Transfert, date, signature et, ici et là, le même libellé récurrent. Une adresse email apparut, puis, en bas d'une page chiffonnée, un nom. Le visage de Marcel se durcit. C'est l'adresse personnelle d'un cabinet de conseil que Delacour fréquente. Il se tourna vers Claire. Nous allons les appeler. Le téléphone sonna dans la salle comme un défi. Et, tandis que la ligne restait en attente, que l'équipe se préparait à frapper encore plus fort, la porte de la salle s'ouvrit. Un homme, vêtu d'un manteau sombre, se tenait sur le seuil, l'air poli, le regard direct. Il déclara d'une voix posée « Je suis venu en tant que représentant de la Fondation Montferrand. Nous voudrions proposer une rencontre pour clarifier certains malentendus. » Les regards se croisèrent. Chacun sut qu'une étape venait de commencer, et qu'elle ne serait ni douce ni courte. Claire prit la parole sans trembler. « Nous avons des questions qui exigent des réponses. Si vous voulez clarifier, c'est maintenant. » L'homme hocha la tête sans laisser échapper le moindre indice. « Très bien, nous parlerons. » Le silence qui suivit fut épais, mais dans ce silence, quelque chose d'essentiel se mouvait, la décision d'aller jusqu'au bout. Le monde extérieur pouvait menacer, retarder, contraindre, mais la vérité, si elle était tenue, pouvait être révélée. Claire posa la main sur sa poitrine, entendit le battement régulier du cœur et, en dessous, un autre rythme, plus petit, plus fragile. Elle pensa à l'enfant et sut que quoi qu'il advint, elle ne reculerait pas.